Excellence, Monsieur Kefala Yassane, bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour, cher monsieur, vous allez bien? Ça va très bien, Excellence. Alors, quel est un peu l'état de lieu au niveau des États-Unis concernant le COVID-19? Les activités sont un peu ralenties. Est-ce que tout va pour le mieux maintenant, Excellence? Au niveau des États-Unis, je peux dire que les choses ont beaucoup évolué depuis l'arrivée de la nouvelle administration qui a pris les taureaux par les cornes. Et la décision de faire vacciner pratiquement toute la population vivant aux États-Unis, je pense que cette décision commence à porter ses fruits. Et on constate que l'évolution de la pandémie a beaucoup régressé. Donc, je pense que c'est très positif. Et l'objectif qui a été fixé par le nouveau président Biden, à savoir que d'ici le mois de juillet, peut-être que la fête nationale pourra se faire dans des conditions presque normales. Je pense que cet objectif est certes ambitieux, mais je pense qu'elle peut être réalisée. Si, bien entendu, le taux de vaccination continue comme il se produit actuellement. Selon les statistiques excellentes, la population afro-américaine et la population africaine aussi a des réticences quant à aller se faire vacciner. Au niveau de la communauté guinéenne, est-ce que vous avez eu quelques échos? Est-ce que les Guinéens sont beaucoup plus réceptifs au vaccin? Je pense qu'il y a peut-être un peu de réticence, mais je pense qu'il y a un problème surtout d'accès. Parce que si les centres de vaccination ne sont pas proches de là où les gens habitent, ils auront beaucoup de mal à accéder au vaccin. Il y a parfois à prendre des rendez-vous en ligne. Et comme vous savez, une bonne partie de nos populations afro-américaines ou latino même, cette population souvent n'est pas très familière avec les ICT. Donc, cela rend l'accès difficile. Mais il y a aussi, à mon avis, moins de réticence que de méconnaissance. Il y a l'information qui n'existe pas. C'est pour cela que récemment, nous avons tenu à organiser une séance de sensibilisation et d'information avec l'appui des médecins de la communauté guinéenne pour justement sensibiliser nos compatriotes à chercher à s'informer pour se faire vacciner, pour leur propre protection et pour la protection, bien entendu, de leur famille et de leurs voisins. Et pas plus tard qu'hier, le président du bureau des Guinéens des États-Unis a mis sur la plateforme sa photo où il est en train de se faire vacciner. Donc, j'ai tout de suite réagi en disant que je souhaite que tous les présidents des associations des communautés guinéennes vivant aux États-Unis donnent l'exemple qu'ils se fassent vacciner et également mobilisent les membres de leur communauté également à se faire vacciner. Donc, je pense que c'est un processus qui est en cours, mais je tiens à préciser que ce problème de vaccin ne rencontre pas des difficultés seulement dans notre communauté ou dans les communautés afro-américaines, mais vous avez toute une bonne partie de la frange des populations américaines qui sont peut-être victimes des théories complotistes où on dit que les vaccins, c'est fait pour réduire la population du monde. Donc, ces théories-là, malheureusement, ont la vie dure, pas seulement au niveau de nos populations d'origine africaine ou latino, mais également dans une bonne partie des populations blanches. Et vous, est-ce que vous êtes déjà fait vacciner, Excellence? Je suis vacciné, mes 2 doses ont été prises avec mon épouse depuis le mois de février. Donc, vous voyez, je
suis en avance complètement. Il faut que je montre l'exemple. Exactement, voilà. Merci beaucoup, Excellence. Vacciné si moi-même je ne suis pas vacciné. D'accord, excellent, vous avez parfaitement raison. Alors, parlons des relations bilatérales entre votre pays et puis les États-Unis d'Amérique. Comment se passent ces relations en ce moment? Je peux dire que ces relations sont au beau fixe. Il vous souviendra que lorsque nous avons eu l'épidémie d'Ebola, les États-Unis ont pris sur eux, ont pris l'initiative de mobiliser tout de suite une assistance à la Guinée pour aider à contenir l'épidémie. Et moi-même, j'ai reçu un coup de téléphone direct du conseiller de la Maison-Blanche chargé des questions de sécurité nationale, l'ambassadeur Sullivan, et on a discuté et je lui ai expliqué l'état des lieux et il a répercuté cette information au niveau du service compétent et la Guinée a pu rapidement recevoir non seulement des vaccins, mais des médicaments, mais également des équipements de protection qui ont pu contribuer, je pense, dans une large mesure à ralentir la progression du mal. Et les États-Unis ont également pris sur eux d'organiser une réunion de haut niveau avec les autres partenaires de la Guinée. Et cette réunion s'est très bien passée, où chacun a pris des engagements par rapport aux besoins de la Guinée. Et la Guinée et de la RDC, parce que c'était les deux pays qui étaient concernés, bien entendu avec la participation des pays voisins comme la Sierra Leone, le Libéria. Et je peux dire que cette réunion de haut niveau s'est très bien passée. Et aujourd'hui, sur le terrain, le progrès est net. Je pense que l'épidémie, en tout cas, est sur le point d'être éliminé. En tout cas, il est maintenant sous contrôle parce que la région dans laquelle l'épidémie avait éclaté, l'épidémie n'est jamais sortie de cette région-là. Elle est restée concentrée dans le sud-est de la Guinée et je pense que ça, c'est dû certainement à l'assistance qu'on a reçue, mais aussi à l'expertise qu'on a maintenant sur le terrain au niveau des médecins, mais également au niveau des labos qu'on a en Guinée et qui ont pu très, très rapidement réagir et avant même que la communauté internationale ne puisse se mobiliser. Excellence, récemment, un de vos compatriotes, Chérif Haïdara, par la même occasion, collaborateur du Premier ministre, M. Kassory Fofana, est décédé après avoir pris le vaccin contre le Covid, selon les informations que nous avons eues. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut contribuer à créer un peu le scepticisme au sein de la population? Et comment avez-vous accueilli un peu le décès de M. Chérif Haïdara? Une grande perte, assurément. En paix à son âme, c'était un monsieur vraiment très ouvert et un collaborateur très loyal du Premier ministre. Et il est très bien connu ici aux États-Unis, surtout dans la zone de Washington. Je pense que c'est malheureux, mais vous savez, le Covid, certainement, c'est une épidémie qui est très, très dure, mais lorsque cette maladie intervient sur un terrain qui est déjà fragilisé par d'autres maladies, et je pense que malheureusement, le décès peut survenir très rapidement. Je crois savoir que le frère Chérif avait d'autres maladies, peut-être le diabète ou d'autres, l'hypertension. Et je crois que sa prise en charge a dû se faire de manière tardive. Parce que je crois que lui-même, il pensait que c'était une grippe. En tout cas, d'après ses très proches à qui j'ai pu parler. Et donc, au moment où il est pris en charge, maintenant, au terme du Covid, eh bien, c'est un peu tard. Donc, je pense que sa maladie ne peut pas du tout être un élément qui renforce le scepticisme. Au contraire,
ça devrait encourager les uns et les autres à se faire vacciner ou à se faire prendre en charge très rapidement lorsque on sent certains signes sur son corps. Alors, revenons aux relations bilatérales entre les États-Unis et votre pays. Hein. Qu'est-ce que le Millennium Challenge Corporation MCC pour vos compatriotes? C'est quoi le Millennium? Écoutez, c'est une institution qui a été mise en place par les États-Unis et qui reçoit du Congrès le mandat de promouvoir la bonne gouvernance à travers le monde. Et le MCC reçoit des ressources qu'il distribue et ces ressources sont des dons au pays pour les aider à renforcer leur système de gouvernance depuis les questions sociales jusqu'aux questions politiques en passant par les questions économiques. Et donc, chaque année, le MCC fait une sorte de surveillance des pays qui peuvent accéder à ces ressources. Mais le MCC lui-même, en fait, il passe par des institutions tierces pour apprécier la situation des différents pays, schématiquement. Hein. Le MCC lui-même, il ne va pas dans un pays pour faire des enquêtes. Non, le MCC est à Washington, il passe par des structures que l'on connaît, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, et sans compter d'autres institutions ici qui sont Freedom House, Brookings Institute, et puis des structures spécifiques comme l'UNICEF et même des universités pour demander leur avis. Bien entendu, chacune de ces structures est spécialisée dans un domaine parce que personne ne peut être compétent dans tous ces domaines économiques, sociaux et politiques. Donc, chacun de ces organes fait ses enquêtes, pas sur la base des rapports des gouvernements, mais sur la base des sources indirectes comme les ONG et autres. Et ces organes présentent leurs rapports au MCC, bien entendu, en accordant des points aux différents pays selon les informations qui sont reçues. Et c'est tout cela que le MCC agrège dans un tableau et il en déduit le score global pour le pays pour l'année considérée. D'une manière générale, c'est en fin d'année que le MCC, disons, admet des pays à son financement, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, son conseil d'administration se réunit sur la base des informations qui ont été données pour dire tel pays est à tel niveau. Alors, figurez-vous que la Guinée, il y a une dizaine d'années, vous savez, on était au score de 3 sur 20. 3 sur 20. Cela veut dire que la Guinée venait de très, très loin. Mais depuis une dizaine d'années, la Guinée a beaucoup progressé. Nous avons pu rétablir nos relations avec la communauté internationale, y compris les institutions qui sont ici, la Banque mondiale, le Fonds monétaire et d'autres institutions, le Trésor américain, à tel point que la Guinée a progressé et a pu obtenir le PPTE, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on appelle les pays pauvres très endettés. Et nous avons pu en 2012-2013 faire des performances telles que finalement la communauté internationale a accepté d'effacer une bonne partie de la dette de la Guinée, environ les 3/4 de la dette guinéenne. Et cela, c'est un signe de confiance que nos partenaires nous ont fait. Et bien entendu, nous sommes également engagés sur d'autres fronts avec les Nations Unies. Comme vous le savez, cette année, la Guinée va présider le groupe des 77. Là également, c'est un signe de confiance
de la communauté internationale. La Guinée a été président de l'Union africaine. Cela également, c'est un signe de confiance de la communauté internationale. Donc, nous venons de loin, nous progressons, nous sommes en contact avec nos partenaires et nous apprécions le chemin parcouru. Et concernant le MCC, nous sommes arrivés à maintenant, l'année dernière, à un score de 9 sur 20. Alors qu'il faut un score de 10 sur 20 pour pouvoir commencer à recevoir les premiers fonds du MCC. Et je ne doute pas que dans les mois qui viennent, certainement d'autres progrès seront faits pour nous permettre de franchir cette barre fatidique de 10 sur 20 et en ce moment de pouvoir accéder, comme les autres pays voisins, au financement du MCC. La Guinée n'a jamais été admise au MCC. Hein. Les derniers résultats enregistrés au Millennium Challenge Corporation ont été qualifiés de sanctions des autorités américaines à l'encontre de la Guinée par plusieurs organes de presse de la Guinée. Qu'en est-il exactement? Pouvez-vous apporter des clarifications, Excellence? Je pense que c'est une mauvaise compréhension déjà du calendrier du MCC, parce que le MCC prend ses décisions. Comme je vous l'ai dit, ils admettent des pays dans leur réunion du mois de décembre. Et à cette réunion, on était arrivé au point d'avoir un score de 9 sur 20. Donc, nous sommes en relation constante. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu des réunions avec le vice-président du MCC chargé des questions d'évaluation et de politique. Et donc, ce dialogue-là continue. Et la même chose, les autorités guinéennes également sont en contact avec l'ambassadeur des États-Unis à Conakry pour pouvoir continuer le dialogue et mieux comprendre le fonctionnement du MCC et comment faire pour que nous puissions améliorer notre score et parvenir à franchir cette barre de 10 sur 20. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être une sorte ou d'incompréhension ou d'amalgame entre le rapport qui a été fait par le département d'État sur le problème des droits de l'homme par rapport aux questions du MCC. Et je pense que certainement il y a eu certaines confusions, mais je tiens à préciser que les décisions du MCC, l'adhésion ou plutôt l'accueil d'un pays, ça se fait au mois de décembre par le conseil d'administration et non pas en pleine année. Et cela se fait sur les performances de l'année précédente. Donc, j'espère que d'ici la fin d'année, certainement des progrès seront suffisamment concluants pour que la Guinée également puisse accéder aux ressources de cette institution qui est extrêmement importante. Oui, malgré ces avancées, Excellence, vous l'avez un peu avancé tout à l'heure, votre pays n'a pas accédé au financement du programme en raison de la non-qualification de l'indicateur relatif aux droits démocratiques. Ce recul risque de s'accentuer au regard du rapport publié, on peut le dire, le 22 mars 2021 par l'agence de notation américaine Freedom House, qui a baissé de 2 points la note donc de la Guinée dans son registre, Excellence. Écoutez, le Freedom House est une institution avec laquelle nous travaillons étroitement. Et le ministre en charge des questions d'investissement privé et de partenariat public-privé en Guinée a fait récemment une mise au point pour indiquer que nous sommes en contact avec les autorités américaines pour comprendre comment faire pour que nous puissions accéder rapidement au financement du MCC. Et s'il s'agit de donner des informations, le ministre a demandé à ce que tout le monde puisse prendre les choses en main et que les informations correctes puissent être données. Vous savez, ce qui se passe souvent, les informations, même si elles existent, ne sont pas toujours données au bon moment ou bien à la bonne institution. Les statistiques également posent problème. Donc, je pense que c'est toutes ces questions que le ministre a demandé
d'adresser pour que la Guinée puisse bénéficier d'une meilleure perception et que les informations nécessaires puissent être fournies à temps aux organisations qui font la collecte des informations sur la Guinée dans les différents domaines qui concernent le MCC. Donc, je pense que le Freedom House n'est pas la seule institution. Nous avons, tout à l'heure, j'ai parlé de toute une série d'institutions. Elles sont peut-être au nombre d'une quinzaine, et chaque institution fait sa cotation. Et encore une fois, je vous dis que nous sommes partis de la note 3 sur 20. Nous sommes arrivés maintenant à 9 sur 20. Et donc, ce seuil qui reste à franchir, je pense que les autorités ont pris, en tout cas, l'engagement de pouvoir faire en sorte que s'il y a des domaines dans lesquels il y a encore des faiblesses, que ces domaines-là puissent être adressés et que nous puissions donner l'information nécessaire sur ces domaines-là et que nous puissions avoir de meilleures relations avec le MCC. Parlant donc des droits démocratiques, certains experts pensent que la libération de certains cadres de l'opposition en prison pourra contribuer à apaiser la situation et améliorer un peu l'indice de la Guinée. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je vous indique que le score que le MCC attribue à un pays n'est pas un score basé sur ce que se fait instantanément, c'est basé sur ce qui s'est passé il y a quelque temps. Donc, tout ce que nous pourrons faire cette année sera certainement des informations, mais pour l'année prochaine. Certainement, ces informations seront prises, MCC en prendra acte, mais la notation d'un pays, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est ce qui a pu se passer dans le temps. Bien entendu, le sujet que vous abordez est un sujet très sensible et je pense que nous avons tous intérêt à ce que dans notre pays, il y ait un dialogue entre toutes les parties prenantes, le gouvernement, l'opposition, pour que la notion de démocratie soit une notion véritable, mais que chacun accepte de jouer les règles du jeu dans la paix et dans la stabilité. Êtes-vous optimiste pour l'année prochaine, Excellence? Écoutez, le travail d'un gouvernement, c'est d'avoir des résultats. Donc, il ne s'agit pas d'être optimiste, mais il s'agit de travailler pour avoir les résultats qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous cherchez. Et donc, je pense que c'est un peu ce que le ministère en charge du MCC a décidé de faire, c'est de mettre ensemble toutes les structures du gouvernement qui doivent contribuer à non seulement promouvoir la bonne gouvernance, mais également à donner les informations sur tout ce qui aura pu être fait par la Guinée dans les différents domaines, qu'il s'agisse des domaines de politique, qu'il s'agisse des domaines des libertés publiques, qu'il s'agisse des domaines économiques, l'accès la jeune fille à l'école, l'accès à la santé, etc. Donc, tous ces domaines-là sont des domaines aussi importants. Je pense que l'homme, il ne vit pas seulement que de débats politiques, il vit de choses concrètes. Il faut qu'il soit en sécurité, qu'il soit soigné, qu'il puisse envoyer ses enfants à l'école et qu'il puisse vivre dans un environnement de paix. Je pense que c'est tout ça que finalement le MCC essaye de pousser nos pays à réaliser. Donc, je pense que le gouvernement, en tout cas, a compris qu'il y a un seuil à passer. On a mis 6-7 ans pour passer de 3 à 9. Donc, je pense que pour passer de 9 à au-delà de 10, je pense que normalement, on devrait mettre moins de temps. Donc, si c'est cela, oui, je suis optimiste. Excellence, nous arrivons donc au terme de notre entretien. Quel est votre mot d'espoir pour vos compatriotes qui vous écoutent en ce moment? Le mot de fin. Je n'ai pas compris.
J'ai dit, nous arrivons donc au terme de notre émission. Excellence Kefala Yassane, quel est votre mot d'espoir ou bien mot de fin pour vos compatriotes qui vous écoutent en ce moment? Écoutez, et nos compatriotes qui sont ici aux États-Unis et ceux qui sont en Guinée, je pense que le mot d'espoir, c'est de faire en sorte que nous mettions la Guinée au-dessus de tout. C'est la Guinée qui nous a unis. Aucun de nous n'a demandé à être guinéen. Nous y sommes. C'est un legs de nos aïeux. Donc, faisons en sorte que cette Guinée-là, nous puissions l'entretenir, d'autant plus que Dieu a fait bien les choses. Il y a mis des ressources qui peuvent nous servir et servir même à la sous-région. Donc, je pense que nous ne pouvons que être optimistes, mais il faut travailler pour cela. Il faut que chacun comprenne ce qu'il doit faire pour son pays, comme disait l'autre, et non pas ce que son pays doit faire pour lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, et surtout portez-vous bien. Au revoir. Oui, merci beaucoup, et vous aussi, portez-vous bien. Vous êtes vacciné, j'espère. J'ai pris déjà la première dose. La deuxième, c'est la semaine prochaine, Excellence. J'espère que on ne va pas me contaminer. Merci beaucoup, Excellence. Au revoir, Excellence.